Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, suite de nos pastilles sur le nouveau CBA qui entre en vigueur pour la saison à venir. Toujours avec celui que vous connaissez à la fois pour ses fines analyses sur le jeu, mais aussi pour le volet juridique, c'est Tom. Ça va comment, Tom? Ça va très bien. Et toi, Amine, que tu m'accompagnes sur ces pastilles. Comment vas-tu? La forme? Très bien, très bien. Écoute, moi je suis dans le rôle du néophyte, comme je l'ai déjà dit, et je bois tes paroles et j'essaie un peu d'avoir mon avis sur la question. Aujourd'hui, on va parler de la règle des 65 matchs qui doivent être joués pour être éligible à la fois au All-NBA et au trophée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette règle, Tom? Alors, en gros, avant, il n'y avait pas vraiment de règles ni d'arbitrage à faire pour les trophées. C'est-à-dire que c'était à la liberté de tout un chacun. Le seul, euh, les seules choses en NBA, du moins où il y avait les minimums, c'était pour les minimums statistiques. Donc, du coup, pour être éligible à apparaître soit dans les classements de meilleur scoreur, meilleur rebondeur, meilleur intercepteur et tout ça, il fallait un minimum de 58 matchs, soit 70% en fait des matchs joués. Et là, on a vraiment quelque chose qui vient délimiter pour les trophées, c'est-à-dire que vous n'êtes éligible au trophée que si vous avez joué au minimum 65 matchs. Donc ça, c'est vraiment un game changer, je trouve, dans l'attribution des trophées, puisque ça laisse vraiment peu de marge en fait aux joueurs s'ils se blessent ou s'ils ont des absences pour euh, pour pour des suspensions, des choses comme ça. Oui, la question que je vais tout de suite te poser pour préciser un peu la règle, parce que pourrait tout de suite dériver vers les vides juridiques justement, un joueur qui joue 10 matchs, 1 minute, ça ne compte pas, on est d'accord. Alors, un joueur qui joue 10 matchs, 1 minute, ça ne compte pas. Alors, c'est dans les matchs joués, mais c'est vrai qu'il y a une histoire de faut jouer au moins entre 15 et 20 minutes pour que ça compte. Donc les choses qu'on voit par exemple à la fin de saison pour que les gars puissent avoir les bonus avec les équipes. Donc ça peut compter pour les bonus, Oui, mais ça va pas compter dans le cadre des des de All-NBA ou des trophées. l'éligibilité, voilà, de la Hmm. l'éligibilité aux 65 matchs. Il y a d'ailleurs un cas qui est très intéressant lorsqu'il y avait eu les All Defensive Team l'année dernière ou non, il y a 2 ans avec Mighty Stable du coup et OG Anunoby. Oji Anunobi où par exemple Baptiste Bull avait joué 65 matchs et il avait joué uniquement 1298 minutes, à peu près 1300 minutes, et Oji Anunoby qui avait été élu, qui avait joué 43 matchs, mais 1433 minutes. Donc du coup, ok, il y a le nombre de matchs, mais où est-ce qu'on met le curseur au nombre de minutes? Par exemple, moi, c'est quelque chose que je fais quand on fait le DH20, où je mets, par exemple, je me dis 60, par exemple 70% des matchs, et je mets par exemple 32 minutes par match. Donc je fais la moyenne de ce que ça me donne en termes de minutes et tout ce qui est au-dessus, je considère, tout ce qui est en dessous, je ne considère pas. Tu vois. Donc c'est vrai que ça pose des questions sur qu'est-ce qui est plus légitime. Est-ce que c'est le nombre de matchs ou est-ce que c'est le nombre de minutes jouées sur l'ensemble de la saison? Parce que au final, si un mec il joue juste 15 minutes, ça compte pour un match. Mais si un mec il joue un match avec 2 prolongations, ça compte aussi pour un match, mais c'est pas le même body of work. Puis surtout, si un joueur joue 15 minutes toute la saison, on peut se demander réellement quel est son impact réel sur son Exact. équipe. Et du coup, effectivement, on se rappelle de Matty, je le connais bien, le cas Matty Stable pour l'avoir vu. Il avait un impact, un vrai, véritable impact défensif, mais comme il a été négatif en attaque, il jouait assez peu de minutes finalement. Et du coup, on pouvait se poser la question de est-ce que c'était vraiment valable de le mettre en All Defensive Team. Mm. Sur cette règle de 65%, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, Tom? Ben, moi, du coup, je suis allé regarder un peu ce qui se passe, et par exemple l'année dernière, qui avait atteint ces 65 matchs. Et en fait, en regardant à l'échelle de la ligue, il y a 180 joueurs seulement qui ont joué 65 matchs ou plus. Ça veut dire qu'il y a que 33% de la ligue. Ça veut dire qu'il y a 66% de la ligue qui est inéligible au trophée. Donc déjà, dans le choix des trophées, il y a plein de joueurs qui potentiellement auraient sauté. Et ensuite, je trouve que c'est comme si, en fait, dans ton travail, disons, tu as des primes peut-être à la fin de l'année. Et en fait, si tu es malade, en dehors, et du coup, tu prends des jours où tu es malade en dehors de tes congés,
ben, tu es inéligible aux primes. Je trouve ça un peu injuste. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je trouve ça vraiment injuste et d'autant plus que personnellement, j'estime que le load management n'est pas une si mauvaise chose que ça. Comme on en a parlé un petit peu en off, en fait, je comprends surtout les gens qui vont dans les salles voir les Oui. matchs et qui se retrouvent à ne pas voir la star. Parfois, c'est le seul match qu'ils vont voir dans l'année. Ils sont venus à la salle pour voir leur star et les 2 ou 3 stars de l'équipe ne sont pas là parce qu'elles sont load managées à ce moment-là. Donc, je comprends cette idée. Néanmoins, il y a quelque chose qu'il faut mettre vraiment en exergue, c'est que 82 matchs, c'est vraiment beaucoup et que la santé des joueurs, c'est compliqué. Que tout le monde n'a pas la même santé également. C'est-à-dire que parfois, ce n'est pas qu'une question d'éthique de travail, ce genre de choses. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais si un joueur n'arrive pas à faire les 82 matchs sur la saison, c'est juste que c'est pour rester le maximum en santé et peut-être avoir aussi une carrière plus longue. Parce que c'est bien beau de faire les 82 matchs sur une saison et ou pas loin des 82 pour être éligible et compagnie, mais si c'est pour avoir une carrière beaucoup plus courte parce qu'on a trop forcé sur son corps, c'est des choses qu'on a beaucoup vues. Il y a eu des exemples à beaucoup de moments. Moi, j'ai tendance à me dire, le load management, c'est pas une mauvaise chose. Je pense par exemple, pour mon cas personnel, du côté des Sixers, que j'aurais bien aimé que Joel Embiid joue un peu moins de matchs cette saison, joue peut-être moins de minutes aussi dans le garbage pour éviter de faire ses stats et soit en santé, un peu plus en santé en playoff. C'est des exemples comme ça, mais en tout cas, du coup, comme tu l'as dit, ça relève aussi des arrêts maladie, tout ça. C'est quelque chose qui n'a aucun sens dans un autre milieu de travail que Vrai. celui-ci. C'est vrai. Et du coup, bon, après, c'est des adaptations qui sont prises en compte, mais j'ai envie de dire, ça aurait été une adaptation intéressante si justement on avait travaillé sur ce nombre de matchs total, c'est-à-dire si on baisse le nombre de matchs total, là on met une limite de matchs maximum, ou peut-être pour être un peu plus laxiste, se calquer sur les minutes, les matchs demandés pour les stats. Donc, comme tu disais tout à l'heure, 58 matchs. Déjà, on est sur quelque chose de moins excessif. Enfin bref, il y a des pour et des contre, mais j'ai des tout de même. C'est vrai on se retrouve à peu près là maintenant pour être éligible, il faut jouer à 79% des matchs. Là, pour les statistiques, c'est 70. Moi, je trouve que le 70 c'était bien, donc ça aurait été bien, par exemple, d'officialiser le côté 70, c'est-à-dire si tu es éligible à apparaître sur les stats, les leaderboards, bah tu es aussi éligible au trophée. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve que ça va vraiment avoir un impact. Après, tu as parlé du spectacle pour les fans. Je trouve qu'il y a d'autres points aussi pour lesquels cette règle a été mise en place. Le fameux mantra Availability is the best ability. Oui, on doit le pratiquer souvent quand on va faire le DH20 d'ailleurs. Effectivement, quand un joueur n'est pas sur le terrain, c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre sa place et du coup, c'est aussi faut pouvoir récompenser les joueurs qui jouent beaucoup de minutes, hein, puisque Bien sûr. c'est quand même au final c'est euh, c'est une sacrée performance d'arriver à jouer beaucoup de matchs, beaucoup de minutes et d'enchaîner match après match, des voyages, des déplacements, après avoir potentiellement des campagnes internationales et tout ça, c'est quand même assez taxant d'un point de vue mental et aussi d'un point de vue physique. Je pense qu'aussi pour les questions de paris en ligne, on a souvent des lignes qui sont fixées par Vegas, sauf que tu sais pas si les joueurs sont là et à la dernière minute, tu as peut-être des joueurs qui sont pas là, tout ça. Bah, là, ça te permet en fait d'avoir des lignes fixées où il y a des paris. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi mis en place pour ça, hein, pour les partenaires de la NBA, pour que les partenaires de la NBA ne soient pas non plus lésés par les aspects terrain qui peuvent impacter le business. Donc, je trouve que c'est quand même des avantages. Après, il y a quelques inconvénients pour les équipes, mais aussi pour les joueurs. En fait, je suis d'accord avec toi que, en fait, la règle elle me paraît bien. Le problème de base, selon moi, après on peut être d'accord, pas d'accord, c'est le nombre de matchs total finalement. C'est-à-dire que si on met cette règle avec une baisse des nombres de matchs total, une baisse des back-to-back, une baisse de ce qui peut mettre en danger les joueurs, il n'y a pas de problème. Et justement, les joueurs qui sont habitués justement à jouer 78, 80, 82 matchs, ils seront encore plus forts de toute manière, ils seront C'est encore ça. plus présents sur une très longue, une saison moins longue justement. Donc moi, c'était un peu ça qui me dérangeait, c'est que surtout qu'aujourd'hui, on va rajouter, on en parlera dans un autre épisode, mais on va rajouter le tournoi de mi-saison pour certains, etc. Donc il y a la question qui se pose là-dessus.
est-ce qu'il y a des avantages quand même pour les joueurs, Tom, justement? Bah, je trouve qu'il y a des avantages pour les joueurs qui jouent beaucoup, hein, les Julius Randle, Michael les Jason Bridges? Tatum, les Michael Bridges. Ce sont des joueurs qui vont se retrouver, je pense souvent, soit dans des All-NBA ou dans les trophées, parce que autour, il y a des joueurs plus fragiles. Donc, c'est vrai que il y a quand même cet avantage-là d'être en concurrence avec moins de personnes pour des trophées qui comptent et des trophées qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Après, en termes d'inconvénients pour les joueurs, c'est les soucis de legacy. Ça veut dire que, enfin, on le fera tout à l'heure, mais si par exemple, un joueur comme Giannis, il n'aurait pas été éligible, donc ça veut dire que ça lui enlève une All-NBA dans son résumé. Et après, quand tu arrives, ou par exemple, ou même Jimmy Butler, il n'a pas été All-Star cette saison, il n'aurait pas été All-NBA parce qu'il a manqué trop de matchs. Ça veut dire que sur cette saison-là, Jimmy Butler, il y a rien il y a rien en fait sur son résumé, alors que c'est quand même un joueur qui a impacté la saison. Donc c'est vrai, en termes de legacy, cette histoire de 65 matchs, je trouve que ça va plus récompenser on va plus piocher dans les meilleurs joueurs qui ont joué tant de matchs plutôt que prendre les meilleurs joueurs. Alors que pour moi, les All-NBA, par exemple, ou les trophées, ça représente les joueurs qui ont eu le plus d'impact sur la saison et pas forcément un impact cumulé. Il y a des exemples qui pourraient, bon, c'est des exemples un peu fictifs et tout, mais imaginons un joueur est blessé en début de saison et arrive et fait 55 matchs et il enchaîne tout derrière, tu vois. Il rate aucun match. Il en aura fait 55 et il est très fort, c'est limite, c'est un candidat MVP. Bah, c'est fini. Voilà, c'est ça. Il n'est éligible à rien du tout. Il aura fait une saison magnifique qui peut avoir un impact important sur les contrats, comme tu disais, sur beaucoup de choses. Donc, c'est ça qui me gêne un petit peu. Et effectivement, la legacy, de manière générale, c'est important. Est-ce que tu as d'autres inconvénients, Tom? Bah, par rapport au cas que tu parlais, il y aura la mise en place du coup d'un grievance committee. Alors c'est encore à définir un petit peu plus en détail lorsque le CBA officiel sortira. Le document CBA d'ailleurs qui est partagé sur notre conversation WhatsApp. Donc quand le document sortira, comme quoi normalement les joueurs qui sont à peu près environ 3 matchs près pourront saisir un certain comité pour plaider leur cause sur le fait qu'ils méritent quand même d'être éligibles au trophée, même s'ils n'ont pas fait le nombre de matchs. Après, quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que on parlait des contrats et notamment de la notion de supermax. Alors c'est Bobby Marks qui l'a dit dans un de ses podcasts et qu'il a écrit aussi dans l'un de ses papiers. C'est que parmi les 11 joueurs qui ont signé le supermax pour l'instant dans l'histoire de la NBA, seul Joel Embiid l'a signé en étant éligible sans avoir joué les 65 matchs. Donc on peut se dire que sur ces types de contrats-là, peut-être qu'il n'y aura pas tant d'effets que ça, même si on va voir après avec si on appliquait par exemple les règles au All-NBA qui ont eu lieu, ben on va se rendre compte qu'il y aurait quand même eu des changements assez particuliers. Ouais, c'est intéressant. Ce que tu disais par rapport au Grievance Committee, par exemple, cette saison, Giannis aurait pu saisir le Grievance Committee, si je ne me trompe pas. Giannis, Butler, et c'est tout pour ceux qui sont à l'NBA. Parce que Jimmy Butler, 64, pas le Butler, Stephen Curry, 56 matchs, LeBron James, 55, Lillard, 58. Voilà. Sachant que Lillard, peut-être que s'il y avait cette règle-là, il aurait gratté un peu sur les trucs de tanking, jouer 20 minutes. C'est sûr. Pour être éligible au All-NBA. Bah, si tu veux, on peut passer au All-NBA. Ouais. Mais en fait, en faisant l'exercice, il y a 33% du roster des All-NBA qui aurait été changé. Ça veut dire qu'il y a une équipe complète où les noms auraient été totalement différents. Et alors, ça n'a pas l'air énorme, mais sur 3 équipes, remplacer 5 noms, ça fait quand même beaucoup. Puis il y a des choses qui sont assez extraordinaires aussi, si on prend en compte cette règle. Par exemple, même si ça aurait été moins choquant peut-être à l'époque où les All-NBA ont été donnés, on retrouverait Jaylen Brown en first team. Oui. Oui. Est-ce que tu as d'autres éléments comme ça qui sont assez caustiques justement? Ouais, c'est ça. Donc on aurait du coup Jaylen Brown en first team, donc qui sortirait de la seconde team pour monter en first team aux côtés de Jason Tatum. On aurait du coup Lauri Markkanen qui est le prochain forward à être éligible au niveau des votes. Donc Lauri Markkanen aurait été second team All-NBA aux côtés de Julius Randle, De'Aaron Fox, Donovan Mitchell et Nikola Jokic. Et ensuite dans la third team All-NBA. C'est la third team qui est incroyable. Hein. Au niveau de la third team All-NBA,
ben du coup on aurait eu Domantas Sabonis, donc qui a été lui voté à ce poste-là, mais on aurait quatre autres joueurs avec Jrue Holiday, Jalen Brunson, Pascal Siakam et Anthony Edwards. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les deux derniers cités, Pascal Siakam, ça le rendrait éligible au Supermax dès cet été. Donc du coup, Toronto aurait dû se gratter un peu la tête. Et du coup, ça aurait permis aussi à Anthony Edwards d'être potentiellement éligible quand il allait signer son extension, à l'image de Ja Morant, même s'il aurait été obligé d'être All-NBA l'année Encore. prochaine pour pouvoir valider euh, cette ce Cette bonus-là. extension. C'est ça. Donc voilà pour les All-NBA. Mais il y a d'autres trophées aussi qui permettent d'être éligible au All-NBA. Donc tu peux être éligible au All-NBA, pas au All-NBA, tu peux être éligible au Supermax si tu es par exemple défenseur de l'année, ce qu'a été Jaren Jackson cette année. Et du coup, Jaren Jackson, il a été élu cette année. Donc si il est soit All-NBA, soit euh, ce genre. Oui. S'il est soit All-NBA, soit il gagne le trophée de défenseur de l'année, ben, il devient éligible l'année d'après au Supermax déjà. Parce que c'est 2 des 3 dernières années ou dans la dernière année quand tu as 7 ans d'expérience. Donc du coup, si l'année prochaine, il est soit All-NBA, soit défenseur de l'année, ben, l'année d'après, il sera éligible à signer un contrat Supermax, ce qui n'aurait pas été le cas avec Larry puisqu'il n'aurait pas pu se qualifier, même si, comme il a commencé la saison blessé, il aurait peut-être pu saisir le Grievance Committee. Surtout avec 63 matchs, c'est ça, hein, c'est C'est 63 ça. matchs, C'est Jaren ça. Jackson. On imagine qu'il aurait pu, aller voir le Grievance Committee, dont on va beaucoup parler du coup maintenant, j'imagine. C'est ça. Une nouveauté, un nouveau terme. Je crois que ça impacte également le MVP. Ça aurait impacté légèrement le MVP également. Oui, c'est ça, puisque pas de Giannis, du coup, qui aurait été inéligible, sauf si il était passé par le Grievance Committee. Et du coup, c'est Donovan Mitchell, du coup, qui aurait pu récupérer cette 5e place au classement honorifique, au top 5 MVP honorifique. Et c'est assez marrant parce que, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, Adam Silver, il parlait notamment quand il y avait eu pas problématiques, mais il y avait eu deux discussions autour de joueurs de Philadelphie qui étaient sur le trophée de rookie de l'année. Oui. Joel Embiid par rapport du coup à Malcolm Brogdon, la notion du nombre de matchs, et aussi Ben Simmons par rapport à Donovan Mitchell, par rapport au fait qu'il ait fait une saison blanche avant. Et on se souvient des t-shirts de Donovan Mitchell, The Real One, genre c'était le vrai rookie parce que c'était sa première saison professionnelle. Et Adam Silver qui avait dit à l'époque qu'il n'y aurait rien au niveau du Rookie of the Year, du moins au niveau de ce trophée-là, pour le nombre de matchs. Et on voit que quelques années après, ben finalement, il est obligé de rétropédalage. Donc Ouais, on est obligé du côté de la ligue de s'adapter un peu à cette nouveauté. Et puis on a tellement parlé, je pense, du load management dans les médias, du côté néfaste du load management et compagnie, qu'il y avait une sorte obligation de morale réagir, oui. de réagir sur le sujet. Mine de rien, on a parlé donc des All-NBA Teams. Finalement, on est pour la plupart sur des joueurs qui, bon, ne méritaient pas forcément de l'être, mais étaient dans la discussion. Donc, par exemple, moi, quand j'avais fait un peu mes All-NBA, j'avais Jalen Brunson dans ma third team. Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment le fait de récompenser ces joueurs qui est problématique? Non, c'est plus pour ceux qui n'y sont pas, des fois pour 2 ou 3 matchs, alors qu'ils font une saison énorme. C'est ça qui est un peu plus surprenant, un peu plus choquant. Est-ce que aussi il y a des avantages, des inconvénients pour les équipes justement? Ben pour les équipes, par exemple, si on était le Toronto, si jamais la règle était appliquée, Siakam il est éligible au Supermax. Ça te fait quand même, tu vois, ça va permettre à des joueurs qui sont pas forcément considérés comme faisant partie de l'élite, voire du top 15-20 de la ligue, d'arriver à des échelons où ils sont éligibles à des contrats, tu vois, quoi, par exemple, Jalen Brown, ou une partie de la fanbase des Celtics s'interroge, est-ce qu'il faut le payer ou pas? Même si bon, là, il aurait été first team, il y a pas vraiment de différence, mais tu vois, est-ce que il faut le payer ou pas? Après, ça peut potentiellement rendre des joueurs éligibles. Par exemple, si on prend Anthony Edwards, ben, tu peux avoir un joueur qui va faire une grosse saison sur son contrat rookie, qui va être éligible directement, et bah, potentiellement, tu vas te retrouver après avoir des
question dans la construction de ton effectif, Mm. puisque en termes de ressources, tu n'avais pas prévu que ce joueur-là il soit éligible. Et même d'un point de vue des journalistes, même pour les votes, hein, puisque là, tu as t'as un gros pool de joueurs dans lequel tu vas pouvoir choisir. Mais en fait, le truc, c'est que plus tu vas réduire le pool de joueurs, ben, plus tu vas arriver sur des joueurs qui sont vraiment plutôt proches, en fait. Tu Bien vois? sûr. Siakam, Markkanen, Randle, ça va peut-être être des joueurs qui sont vus proches. Tu pourras peut-être rajouter des DeRozan dans la conversation, des choses comme ça en fait. Donc c'est vrai que ça va enlever, je trouve, un certain côté élite à cette notion de l'NBA parce que, alors je n'ai rien contre Markkanen, Jrue, Bronson, Siakam et Anthony Edwards, mais c'est pas Damian Lillard, LeBron James, Stephen Curry, Jimmy Butler et Giannis quoi. C'est clair, c'est clair. Je pense que le problème était un peu éviter d'avoir justement des joueurs avec 45 matchs qui soient dans les All-NBA ou dans les trophées. Ouais. Et ils ont pris un peu le problème un peu trop fort en fait. J'ai l'impression ils ont voulu taper un peu trop fort, même si je me demande aussi si il n'y avait pas eu cette règle, si on n'aurait pas continué justement à faire différemment. On a pu voir cette année que Kevin Durant n'est pas dans les dans les All-NBA. Booker non plus. Il a joué très peu. Enfin, il a joué très peu. Il a joué moins de 50 matchs. Je n'ai plus le chiffre exact. Néanmoins, on a connu des saisons où parfois des joueurs à moins de 50 matchs se retrouvaient justement dans les All-NBA, dans les trophées. Donc, c'était pour, je pense, l'idée d'arrêter ce genre de choix qui, pour le coup, me paraît être un peu des mascarades quand même quand on a joué si peu. Ouais. C'est compliqué à justifier. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter, Tam? Non, pas du tout. Je trouve que voilà, je trouve que les 65 matchs, je trouve que globalement dans la sphère NBA, on n'en a pas assez parlé pour l'impact que ça peut avoir, je trouve. Je trouve que vraiment c'est passé, ok, maintenant il faut jouer 65 matchs, mais les implications qui étaient derrière, je trouve que c'est passé un peu comme une règle. Allez, bon voilà, de toute façon ça change pas grand-chose, alors que pour moi je trouve que ça change pas mal de trucs en fait ces 65 matchs. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, et notamment sur la gestion des effectifs, justement. La plupart des joueurs, justement, qui ont une legacy et compagnie, ils vont vouloir les faire, les 65 matchs. Hein. Il y a vraiment pas de doute là-dessus. S'ils sont en capacité de les faire, en tout cas, ils vont vouloir les faire. Donc, il y a des côtés positifs, justement, on les verra plus. Mais il peut y avoir des côtés négatifs s'il y a plus de blessures et plus de problèmes ensuite, surtout en play-off, et que les joueurs sont plus fatigués en play-off. Moi, c'est ça qui me gêne aussi beaucoup. C'est que j'ai envie de voir de beaux playoffs avec des joueurs qui ne seront pas rincés par la saison régulière. Et même historiquement, tu vois, tu peux te dire que c'est fini les mecs à 15-16 All-NBA, quoi. Ouais. C'est fini ça. C'est fini les gars qui auront 15 éligibilité ou pas éligibilité mais 15 qui ont 15 All-NBA à leur palmarès, ben faudra vraiment les compter sur les doigts d'une main je crois hein, dans le futur puisque ça relèvera vraiment d'une santé vraiment de fer compilée avec un niveau de jeu exceptionnel, tu vois. Et tu vois quand on reprend ce qui m'inquiète justement avec ça, c'est que il y a un peu trop la prime à comment dire, à le fait d'être en bonne santé, et que du coup, tu as cité par exemple, un Julius Randle se retrouve systématiquement All-NBA et il finit sa carrière avec 7 All-NBA. Là, ça commence à un peu gâcher l'esprit de la legacy justement. Exactement. Puisque on le rappelle, Julius Randle a autant de All-NBA que Marc Gasol. Voilà. Tout est dit, je pense, avec ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour justement avec cette comparaison incroyable justement. On vous remercie tous donc de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver donc sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, etc. Vous les connaissez toutes. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes et nous laisser un petit commentaire. Laissez-en sur toutes les plateformes, hein, n'hésitez pas. Comme ça, nous, on se fera un peu plus voir et on se fera un peu plus connaître. C'est ça. Tom, je te dis à très bientôt, que ce soit pour parler de jeux ou de règles. Les deux. Les deux. Et tout terrain. On fait ça, on apporte notre contribution comme on peut au débat NBA. Et en tout cas, on vous souhaite de vivre de bons moments de basket. Et on vous dit à bientôt. À très bientôt tout le monde. Ciao. Salut.